Hola todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Alors de mon côté, je suis très très contente puisque l'hiver est là. Et comme dirait Hello Fresh, avec l'arrivée de l'hiver, rien de tel qu'un plat bien réconfortant pour réchauffer les cœurs. Bon, on en est déjà à notre énième collaboration, donc vous commencez à connaître la chanson, hein. Moi et Hello Fresh, c'est une histoire d'amour solide. On est comme ça maintenant. Et cette fois, ils ont sorti une offre, comment dire, fromagèrement irrésistible. Oui. Bon, déjà, pour les malheureux qui ne connaissent pas encore HelloFresh, alors le principe, c'est que vous choisissez vos plats sur leur site et tout arrive chez vous. Les ingrédients, les recettes, tout prêt à cuisiner sans prise de tête. Et là, j'ai eu l'occasion de tester leur recette Comfort Food. Plat réconfortant, quoi. Avec une touche de fromage en plus. Autant vous dire que j'ai pas eu besoin de réfléchir longtemps. Et regardez-moi ça. J'ai préparé des linguine au haché végétal façon bolognaise et ici une purée de carottes avec sa poêlée au marron. Et j'ai simplement suivi la recette. C'est rapide et tellement simple. Alors si ça, c'est pas la définition du bonheur, je sais pas ce qu'il vous faut. En plus, les quantités sont parfaites, hein, donc pas de gaspillage ou de restes qui finissent au fond du frigo. Et là, écoutez bien les gars, avec mon code promo, vous avez 2 mois de fromage offert, sachant que vos repas sont déjà à moins de 3 € par personne. Du fromage gratuit, les gars. Que dis-je, du fromage français gratuit. Mon rêve d'enfant. Je vous laisse bien sûr le lien et le code promo dans la description, hein. Comme d'habitude, vous cliquez, vous choisissez vos recettes et vous profitez. Et si un jour vous voulez faire une pause, il n'y a aucun souci, hein. HelloFresh, c'est sans engagement. Franchement, entre les plats qui sentent bon cheddar fondu et les économies qu'on fait, je vois pas pourquoi les crevards qu'on est s'en priveraient. N'est-ce pas? Bon, et maintenant, place à notre affaire qui est tout sauf réconfortante. Ce que je vous propose à présent, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite. I'm not somebody that you should worry about leaving a woman in one room with me that I would rape her. And I feel that my rapes, especially the rape, because the murder, I feel that it was just a pure, we fight over a knife, somebody gets stabbed in the process, and it was not, if I wanted to stab her, I could have killed her in Durban, I could have killed her the first night we got to Cape Town. So that was not my intentions at all. L'affaire d'aujourd'hui démarre en 2011 à Durban, dans l'est de l'Afrique du Sud, avec ce que la presse a surnommé le violeur de Facebook. Mais vous verrez que cette affaire est bien plus large que ça, en plus d'être complètement délirante. Au cours du mois de janvier 2011, plusieurs jeunes femmes sont agressées par un homme qui se faisait passer pour un recruteur de mannequins sur Facebook. C'était un homme noir qui avait la vingtaine et qui leur avait envoyé un message sur les réseaux, hein, pour leur proposer de passer un casting. Et à la clé, une carrière à l'international. L'homme en question les avait flattés sur leur beauté, il était propre sur lui, il parlait bien, donc les jeunes femmes étaient tombées dans le piège, elles ne s'étaient pas méfiées. Elles avaient accepté de passer ce casting dans un hôtel de Durban puisque c'est ce que leur avait proposé cet homme. Elles devaient simplement y faire quelques photos professionnelles. C'est en tout cas ce que le recruteur leur avait expliqué. Mais à peine rentrée dans la chambre, la jeune femme était frappée et menacée avec une arme à feu par cet homme. Il lui volait son téléphone, son sac à main et il la violait avant de prendre la fuite. Alors on ne connaît pas le nombre exact de ces victimes puisque toutes n'ont pas déposé plainte, par honte certainement, mais entre janvier et mars 2011, 2 jeunes femmes ont déposé plainte à Durban. Le problème, c'est qu'elles ne connaissaient pas sa véritable identité et sur son profil Facebook, il n'y avait ni sa photo ni son nom. Pour être totalement honnête aussi, c'était pas forcément une affaire importante, hein, pour la police, hein. Pour eux, ces jeunes filles avaient été inconscientes et stupides. On va pas se mentir, hein, c'est ce qu'ils pensent généralement. Sauf que quelques mois plus tard, une autre jeune femme est assassinée cette fois, à l'opposé d'Urban. Mais les autorités vont très rapidement faire le lien entre ces deux affaires. Le 21 septembre 2011, un couple se présente dans une sorte de maison d'hôte à Milnerton, près du Cap. Il s'agit d'un jeune homme et d'une jeune femme, tous les deux sont noirs. L'homme s'appelle Thabo Bester, il a 25 ans et il est propre sur lui. La jeune femme, Nomfundo Tiolu, a 26 ans et ce qui saute tout de suite aux yeux de la gérante de la maison d'hôte, c'est que c'est une très belle jeune femme. Elle est grande et mince. Et vu sa prestance, on dirait un mannequin. Toujours est-il qu'après avoir déposé leur sac dans leur chambre à l'étage, le couple sort se promener un peu. Alors à ce moment-là, il n'y a pas grand monde dans la maison d'hôte, juste eux et le couple de gérants. Un peu plus tard dans la soirée, le couple d'amoureux remonte dans la chambre et les gérants partent dormir. Jusque-là, rien d'anormal. Mais le lendemain matin, vers 7 heures, le jeune homme quitte la chambre et il explique à la gérante que sa petite amie est très fatiguée et qu'il ne faut surtout pas la réveiller avant 14 heures. Lui a prévu d'aller faire une petite balade en ville, mais il sera de retour pour le déjeuner. Et après avoir papoté un peu avec le mari de la gérante, il lui demande s'il peut le déposer en ville, ce que l'homme fait. Mais à partir de là, il ne revient plus à la maison d'hôte. Et les heures passent, et sa petite amie ne sort pas de la chambre. La matinée, l'après-midi, la fin de journée, rien. Et aucun bruit en provenance de la chambre.
Vers 21h, la gérante, qui commence à s'inquiéter, frappe à la porte. Pas de réponse. Elle pénètre dans la chambre et c'est une scène d'horreur. Elle découvre le corps de la jeune femme sur le lit recouvert de sang. Nomfundo est allongé sur le ventre et ses bras sont attachés derrière son dos. Et compte tenu de la rigidité cadavérique, elle est morte depuis plusieurs heures au moins. La police et les secours sont prévenus, ils se rendent immédiatement sur place et d'après l'autopsie préliminaire, Nomfundo présente plusieurs ecchymoses au visage et sur le corps, ce qui suppose qu'elle a été frappée. Mais la cause de la mort, c'est un coup de couteau au cœur. Cela dit, elle n'a subi aucune violence sexuelle. Les gérants de la maison d'hôtes sont interrogés. Ce qu'ils racontent, c'est que la seule personne qui a pu faire ça, c'est le jeune homme qui était avec elle, Thabo Bester. Qui d'autre? Ce qui explique pourquoi il a quitté aussi précipitamment la maison d'hôtes dans la matinée. Il cherchait à gagner du temps. Quelques jours plus tard, Thabo est arrêté à Durban, d'où il est originaire. Mais ce qui interpelle les enquêteurs, c'est que son visage leur paraît familier. Il ressemble à quelqu'un, ce garçon. Mais à qui? Durban, c'est pas là-bas que sévit justement le violeur de Facebook? Dans un premier temps, Thabo est interrogé pour le meurtre de Nomfundo Thiolum et il passe directement aux aveux. Mais bon, à quoi bon nier? C'est bien lui qui était avec elle dans la maison d'hôtes, donc oui, c'est bien lui qui l'a tuée. Mais ce n'est pas ce qu'on croit. Il va bien sûr tout nous expliquer. Ce que Thabo raconte, c'est que lui et Nomfundo se sont rencontrés quelques mois plus tôt dans la concession automobile où elle travaillait, à Johannesburg. Ils se sont plu et ils ont commencé à se fréquenter, mais essentiellement à distance, puisque lui vit à Durban et elle à Johannesburg. Ils s'appelaient très souvent, ils s'envoyaient constamment des messages et quand ils le pouvaient, ils se faisaient une petite escapade en amoureux. Et c'est ce qu'ils avaient justement prévu de faire lors de leur dernière rencontre. Thabo et Nomfundo se sont rejoints le 19 septembre à Cape Town. Là, ils ont d'abord passé 2 nuits dans un hôtel luxueux de la ville avant de se rendre à la maison d'hôtes de Milnerton. C'est un très bel endroit, c'est très pittoresque et tout s'est bien passé au départ. Ils sont sortis se balader dans la soirée puis ils sont retournés à l'hôtel et là encore tout allait bien. Mais dans la nuit, vers 2h du matin, Nomfundo aurait commencé à embrouiller Thabo sans aucune raison. Bon, il y avait quand même une raison, puisqu'elle avait découvert des messages sur son téléphone. D'après Thabo, il n'avait jamais promis à Nomfundo qu'ils seraient exclusifs l'un avec l'autre. Lui continue à avoir des femmes, d'autant que la relation était à distance entre eux. Et voilà qu'elle l'accusait à présent de jouer sur plusieurs tableaux. Ça l'a vraiment étonné, mais ce qui lui a fait peur surtout, c'est que Nomfundo était hors d'elle. Bon, ça c'est la version de Thabo, puisque la suite de son explication n'a ni queue ni tête, et Nomfundo n'est plus là pour le confirmer. Thabo dit qu'il est descendu aux cuisines de l'hôtel et il a pris un couteau pour calmer Nomfundo, parce qu'elle était vraiment très, très en colère. Et c'est connu, pour calmer quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher un couteau de cuisine. Logique. Il dit qu'il a ensuite remonté dans la chambre et là il aurait menacé Nomfundo parce qu'elle lui criait dessus. Il lui a intimé l'ordre de se calmer, il lui a demandé son ordinateur et son téléphone portable pour fouiller dedans. D'après Thabo, ça allait très vite ensuite ce qu'il s'est passé. Nomfundo était allongé dans le lit, il se rappelle pas ce qui s'est passé précisément, mais ce dont il se souvient, c'est qu'elle lui a mis des coups de pied, elle a tenté de lui prendre le couteau et dans la bagarre, il l'a poignardé accidentellement à la poitrine. C'était un malheureux accident, il ne voulait pas lui faire de mal. Il aurait bien prévenu les secours pour lui porter assistance, mais s'il avait raconté la vérité, à savoir que lui et Nomfundo se sont battus et qu'elle est morte pendant cette bagarre, personne ne l'aurait cru. Donc il a préféré attendre près du corps pendant plusieurs heures et dès que les gérants de l'hôtel se sont réveillés vers 7h du matin, il est descendu avec son sac d'affaires. Et il leur a expliqué qu'il voulait faire un tour en ville. Quand le mari de la gérante l'a déposé en ville, il a pris un car et il est rentré à Durban. Et la suite, on la connaît. La gérante a découvert le corps de Nomfundo vers 21h. Autant vous dire que les enquêteurs ne croient absolument pas à cette histoire. C'est totalement tiré par les cheveux. Il l'aurait poignardé accidentellement au cœur. Ouais, bof. Il est mis en examen pour le meurtre et le vol de Nomfundo Thiolum. Pourquoi vol? Parce que souvenez-vous qu'il avait volé son ordinateur et son téléphone portable. Et concernant les viols alors, parce que mine de rien, les enquêteurs se disent que Thabo ressemble beaucoup au portrait robot établi par les victimes. Vous savez, celle qui avait été piégée sur Facebook. Alors au départ, Thabo nie, non, il n'a rien à voir avec ces viols, mais il finit par passer aux aveux là aussi. Mais ce que Thabo raconte, c'est qu'il n'est pas dangereux en réalité. Il a simplement déraillé et il ne présente aucun danger pour les femmes. Ok. Alors, pour vous présenter un petit peu Thabo Bester, il est né en juin 1986 dans le township de Soweto. Ça à 15 km au sud-ouest de Johannesburg. Et pour info, les townships, ce sont des zones résidentielles sous-développées, généralement en zone urbaine. Et elles sont en majorité peuplées par les Noirs sud-africains, qui restent les populations les plus pauvres du pays. Vous l'aurez compris, Thabo est né dans un environnement très pauvre et très flou aussi, puisque ni lui, ni sa mère, Maria Mabaso, n'ont jamais été enregistrés officiellement à l'état civil. En d'autres termes, administrativement, Thabo Bester n'existait pas vraiment. C'était en quelque sorte un fantôme dans le système.
Ça s'explique par le fait que la famille Mabasso vivait au départ dans une ferme. C'était un milieu rural très pauvre là aussi, et les gens n'enregistraient pas forcément leurs enfants dans les registres administratifs. Il fallait aller en ville pour faire ça et ça coûtait de l'argent. Ce que l'on sait de l'enfance de Thabo, en revanche, c'est qu'il a grandi dans un environnement instable en plus d'être pauvre. C'est d'ailleurs sa grand-mère qui se serait essentiellement occupée de lui quand il était petit. D'après ses déclarations, son enfance a été marquée par des événements traumatisants comme des abus. Bon, après, je vous avoue que c'est assez difficile de démêler la vérité, parce que ces éléments reposent uniquement sur sa parole. Ce qui est certain, cela dit, c'est que très tôt, il a eu des problèmes avec la justice, pour des affaires de fraude et d'escroquerie. Il est condamné une première fois à 17 ans et en 2005, il est de nouveau arrêté pour une affaire de fraude. Et à ce moment-là, il a 19 ans et il écope de 6 mois de prison. Après sa libération de prison, on n'entend plus vraiment parler de lui pendant plusieurs années, jusqu'à cette affaire de viol sur Facebook. Ce réseau social était très populaire dans les années 2010 et pour les millennials comme moi, comme on dit, c'était une révolution carrément. On passait notre temps sur Facebook. Alors moi, mon petit péché mignon, c'était les groupes du style confidence entre femmes. Vous voyez de quel groupe je parle? Et vous d'ailleurs, dites-moi en commentaire sur quel groupe vous aimiez traîner. Bref, au cours du mois de janvier 2011, Tabo crée des profils dans lesquels il indique qu'il est agent ou recruteur de mannequins. C'est de cette façon qu'il approche plusieurs jeunes femmes à qui il promet des shootings photos et une belle opportunité de carrière à l'international. C'est très tentant, ça. Tabo sait s'exprimer, il est très charmant dans son approche, donc forcément, les jeunes femmes ne sont pas méfiantes et elles tombent dans le piège. Deux en tout cas, puisque comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas le nombre exact de ses victimes, et il n'a avoué que 2 viols. 2 incidents, comme il les appelle. Pour en revenir à son arrestation et à ses aveux, en octobre 2011, il accepte un plaidoyer de culpabilité pour les viols commis à Durban. Et en août 2012, il accepte un plaidoyer de culpabilité pour le meurtre de Nomfundo. Il est condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre et à 25 ans pour les viols. Autant vous dire que c'est un énorme soulagement pour les habitants de Durban. Le violeur et le meurtrier de Facebook, enfin derrière les barreaux, jusqu'à la fin de ses jours. Il est envoyé au pénitencier de Mangong à Free State, dans le centre du pays, et en théorie, on ne devrait plus jamais entendre parler de lui, n'est-ce pas? Et c'est le cas, pendant 10 ans. Le 3 mai 2022, les autorités annoncent par canal officiel que le prisonnier Thabo Bester est mort en prison dans la nuit. Il se serait complètement immolé par le feu dans sa cellule. La nouvelle fait très rapidement le tour de la presse, mais qu'on se le dise, à ce moment-là, c'est pas une info qui intéresse plus que ça l'opinion publique, parce qu'un violeur et meurtrier qui meurt en prison, ok, on va pas le pleurer. Donc on va dire que la vie reprend son cours normal en Afrique du Sud. Sauf que quelques jours après, un journal local, le Ground Up, reçoit des informations qui vont faire basculer cette affaire. Et quand je vous dis basculer, on est en plein film en réalité. Alors tout d'abord, le journal Ground Up, c'est une agence de presse à but non lucratif qui est connue pour s'intéresser particulièrement aux sujets d'intérêt public touchant les communautés vulnérables. D'ailleurs, ses contenus sont régulièrement repris et republiés dans d'autres médias sud-africains. Donc d'une certaine façon, c'est une référence. Ce qu'il se passe, c'est que le rédacteur en chef, Nathan Geffen, reçoit une note qui indique que les circonstances autour de la mort de Thabo Bester sont très bizarres. D'après cette note, le corps était complètement calciné, ce qui suppose qu'un accélérant a été utilisé et une demande en confirmation ADN a été demandée par la prison. Bon, c'est la procédure, donc j'ai envie de dire à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que dans la note, c'est indiqué que les services pénitentiaires n'ont pas encore reçu la confirmation ADN, ni le rapport d'autopsie. Pourtant, à ce moment-là, les autorités ont officiellement annoncé la mort de Thabo Bester par immolation, sans confirmation ADN. Bon, au départ, Nathan Geffen ne comprend pas encore très bien de quoi il s'agit. D'après les autorités, Thabo Bester se serait immolé dans sa cellule, mais d'après les infos anonymes sur la note qu'il a reçue, l'autopsie n'a même pas encore eu lieu, ni la confirmation ADN. Et étrangement, toujours d'après cette note, cette nuit-là, donc au moment où Thabo Bester est mort, les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas dans cette section de la prison. Donc la question, ou plutôt les questions que se pose Nathan, c'est pourquoi les autorités n'ont pas attendu avant d'annoncer son décès? Et comment Thabo a pu mettre le feu dans sa cellule pour se tuer, avec de l'accélérant qui plus est? Un accélérant, ça peut être de l'essence par exemple. Comment Thabo aurait pu s'en procurer et le faire rentrer dans sa cellule? Nathan se demande ce que ça cache. Est-ce qu'il ne s'agirait pas en réalité d'un meurtre? Ce qui expliquerait l'absence des images des caméras de surveillance. Et là, j'imagine que beaucoup d'entre vous se disent que le meurtre d'un violeur assassin, qui s'en soucie même? J'ai envie de vous dire, oui, certes, c'est vrai, mais ça reste quand même une prison, donc un établissement présumément sécurisé. Si les autorités sont capables de couvrir un meurtre, de quoi d'autre sont-elles capables finalement? Nathan décide alors de mettre en place une équipe de journalistes pour enquêter sur cette mort, dont Maresia Demons, qui, je vais être tout à fait honnête avec vous, va faire le plus gros travail dans cette affaire.
Dans un premier temps, Maressia attend la confirmation des autorités concernant le test ADN, à savoir est-ce que la dépouille qui a été retrouvée dans cette cellule est bien celle de Thabo Bester. Mais les semaines passent, puis les mois, et toujours aucune déclaration officielle de la part des autorités. Ça, c'est très bizarre. Dès le 25 octobre, donc 5 mois après le décès de Thabo, Maressia envoie un email au porte-parole du département des services correctionnels pour demander l'état d'avancement de l'enquête, et elle ne reçoit aucune réponse de leur part. Elle envoie ensuite un email similaire à la société qui gère la prison et cette fois elle reçoit une réponse, très courte. La société ne peut pas faire de déclaration pour des raisons contractuelles. D'accord. Maressia contacte alors l'inspection judiciaire des services correctionnels et là la porte-parole lui répond que Thabo Bester est bien mort dans sa cellule le 3 mai à la suite d'une immolation. Pas d'autre déclaration. Bon, ça c'est quand même une réponse qui surprend Maressia, parce que les tests ADN n'ont toujours pas été effectués. En tout cas, ils n'ont pas été rendus publics. Donc comment cette porte-parole peut affirmer que c'est bien Thabo Bester qui a été retrouvé dans cette cellule si la confirmation ADN n'a pas encore été faite? 2 jours après, Maressia relance le département des services correctionnels et cette fois on lui répond la même chose que ce que lui avait répondu l'inspection judiciaire des services correctionnels. C'est bien Thabo Bester qui est mort dans sa cellule le 3 mai. Mais quand Maressia demande à ce département comment il peut affirmer que c'est bien Thabo en l'absence de test ADN, pourquoi aucune autopsie n'a encore été pratiquée sur le corps, où en est l'enquête, où se trouve le corps aujourd'hui, elle n'obtient aucune réponse. Pendant plusieurs semaines, Maressia a harcelé les autorités pénitentiaires pour obtenir des réponses. Elle a envoyé des emails, des messages sur WhatsApp, elle a tenté de les appeler, aucune réponse. Au mois de novembre, elle envoie également un email, mais à la police cette fois, pour savoir si des échantillons ADN ont bien été prélevés sur Thabo Bester. Parce que si ça n'a pas été fait, ça pourrait expliquer pourquoi la confirmation ADN prend autant de temps. Mais on lui répond que c'est le cas, des échantillons ADN ont bien été prélevés, et les résultats seraient imminents. Sauf que les jours passent, et toujours aucune confirmation de la part des autorités. Maressia les relance encore une fois. Pas de réponse. Donc le 8 novembre, le journal Grand Up publie son premier article sur cet étrange décès. Ce qu'il dit en substance, c'est qu'il y a beaucoup trop de zones d'ombre autour de cette mort, et que les autorités pénitentiaires ne semblent pas vouloir aider à éclaircir la situation. L'article soulève plusieurs questions, notamment celle-ci. Comment un feu a-t-il pu démarrer dans une cellule d'isolement? Comment? À moins d'avoir été provoqué avec l'aide d'un membre du personnel. Autre question, l'absence d'autopsie officielle sur le corps. Quelle est la cause réelle du décès? Mais surtout, à qui appartenait réellement le corps calciné dans la cellule? Pour le journal, il n'y a que 5 possibilités dans ce dossier. La première possibilité, c'est que le corps est bien celui de Thabo et il s'est suicidé par le feu, ce qui est la version officielle des autorités. La deuxième possibilité, c'est que le corps est bien celui de Thabo, mais il est mort dans un incendie accidentel. La troisième possibilité, c'est que le corps est bien celui de Thabo et il est mort dans un incendie déclenché par quelqu'un d'autre. Donc là, la piste serait criminelle. La quatrième possibilité, c'est que le corps est bien celui de Thabo, il a été assassiné avant l'incendie. Donc l'incendie a servi à détruire des preuves. Donc là encore, la piste est criminelle. Et la cinquième possibilité, c'est que le corps n'est pas celui de Thabo Bester en réalité. Il aurait en fait réussi à s'évader de prison. Ce qui expliquerait que les tests ADN n'ont toujours pas été faits et rendus publics. Peut-être même que l'incendie aurait servi à rendre méconnaissable un corps qui n'était pas celui de Thabo Bester. Bon après, comme le souligne cet article, sans véritable enquête de la part des autorités, aucune de ces hypothèses ne peut être exclue, pas même la dernière. Alors pour être tout à fait clair, lorsque l'article sort, il n'est pas énormément lu, que ce soit sur le site Grand Up ou sur les sites partenaires. Il provoque même de l'indifférence en fait. Et la raison est assez simple, les gens ont généralement peu d'empathie, de sympathie pour les violeurs et les meurtriers. Donc à quoi bon savoir ce qui est réellement arrivé à cet homme? Et c'est surtout que la dernière hypothèse n'est pas la plus crédible, même aux yeux des rédacteurs du journal. Donc en soi, si Thabo a été tué ou s'il s'est donné la mort, tout le monde s'en tape en vrai. Sauf que Maressia, la journaliste qui travaille sur cette affaire, ne compte pas s'arrêter là. Elle veut absolument savoir ce qu'il s'est réellement passé. Dès le mois de janvier 2023, donc 2 mois après la sortie de l'article, elle recontacte les autorités de Free State pour leur demander si les tests ADN ont enfin pu confirmer qu'il s'agissait bien de Thabo Bester. Elle n'obtient pas de réponse. Elle envoie la même question aux autorités pénitentiaires. Toujours aucune réponse. Donc quoi, presque 10 mois après le décès de Thabo Bester, les autorités n'ont toujours pas procédé à un test ADN pour confirmer qu'il s'agit bien de lui? Ça prend pas 10 mois un test ADN, non? Le lendemain, Maressia publie son deuxième article sur cette affaire, mais cette fois, elle accuse clairement les autorités pénitentiaires de couvrir l'affaire. Dans cet article, la journaliste révèle qu'elle a reçu un second rapport confidentiel qui indique que d'après l'autopsie, Thabo Bester était mort avant l'incendie. Forcément, ça implique quelques questions, ça. Est-ce que la prison a cherché à couvrir un meurtre? Mais là encore, cette affaire n'intéresse pas nécessairement le grand public. Un violeur meurtrier assassiné en prison, ok.
Sauf que Maressia est déterminée à découvrir la vérité. Un second journaliste est placé sur l'enquête avec elle, Daniel Stein, et les semaines qui suivent, ils parviennent à trouver plusieurs informations par le biais de sources anonymes. La première, et pas des moindres, c'est que depuis 2017 et jusqu'à son décès, Thabo recevait chaque semaine la visite d'une jeune femme, sa petite copine a priori. Et c'est cette femme qui a ensuite fait transférer le corps de Thabo vers la morgue de la ville de Soweto. Mais ce qui est le plus troublant, c'est qu'il ne s'agit pas de n'importe qui. D'après cette source, cette femme, qui était a priori la petite copine de Thabo, n'était autre que Nandifa Magudumana. Bon, je pense que vous êtes nombreux à ne certainement pas la connaître et pourtant elle est très, très célèbre en Afrique du Sud. Nandifa Magudumana, de son nom de jeune fille, Sekeleni, est un médecin esthétique très connu dans le pays. On la surnomme même le docteur des célébrités. Elle est diplômée de l'université de Witwatersrand et en 2017, elle a fondé une clinique à Johannesburg qui propose des traitements esthétiques non chirurgicaux. Et ça marche très bien. C'est même une référence dans le pays. Quand Maressia reçoit cette information, à savoir que Nandifa avait été la petite copine de Thabo Bester et que c'est même elle qui s'est occupée de transférer son corps, la première chose qu'elle se demande, c'est pourquoi cette jeune femme de 34 ans, riche et célèbre, rendait visite à un violeur meurtrier en prison. D'autant qu'elle est mariée à un médecin depuis 2013, Nkuseli Magudumana, et ils ont 2 enfants ensemble. Qu'est-ce que Nandifa faisait avec Thabo alors qu'elle est mariée et mère de famille? Ça, c'est quand même une découverte importante pour Maressia. On parle quand même d'une personnalité publique mariée qui entretenait une liaison avec un prisonnier condamné pour viol et meurtre. Un prisonnier retrouvé mort dans sa cellule dans d'étranges circonstances. Un prisonnier mort dont on ne sait pas où se trouve le corps. Un prisonnier mort qui n'a jamais été retourné à sa famille. Si le corps est vraiment conservé dans cette morgue à Soweto, pourquoi les parents de Thabo n'ont pas pu le récupérer pour son enterrement? Pour la rédaction du journal, la seule explication possible, c'est que les autorités tentent de cacher ce qui est réellement arrivé à Thabo Bester. Un meurtre probablement, parce que bon, il n'y a pas d'autre explication possible, non? Eh bien si. Au cours de son enquête, Maressia reçoit une nouvelle note anonyme qui lui révèle qu'en janvier 2022, une comparaison ADN avait bien été faite entre les échantillons qui avaient été récupérés sur le corps dans la cellule et la mère de Thabo Bester. Et les résultats ne matchaient pas. Oui, vous avez bien compris. Ce corps n'était pas celui de Thabo Bester. Et même la taille du cadavre était beaucoup plus petite que Thabo Bester. Donc en vrai, il n'y avait même pas besoin de test ADN. Et si vous vous souvenez bien, l'une des hypothèses qui avait été avancée par le journal dès le départ, c'est que Thabo Bester s'était en réalité peut-être évadé de prison. Pour les journalistes, cette découverte, c'est une onde de choc. Donc depuis juillet 2022, les autorités pénitentiaires savent que ce corps n'était pas celui de Thabo Bester. C'est une dinguerie. Au mois de mars, Maressia relance encore les autorités de Free State et le centre pénitentiaire pour les interroger sur cette découverte. Et pour savoir s'ils sont courants que la célèbre Nandifa était très proche de Thabo Bester. Mais on ne lui donne toujours aucune réponse. C'est un délire. Le même mois, Maressia et son collègue publient un 3e article sur cette affaire. Mais cette fois, le titre est « Le violeur Facebook est-il mort dans sa cellule ou s'est-il échappé ?» Autant vous dire que cet article est décisif, puisqu'à présent, à moins qu'on ne découvre que la mère de Thabo n'est pas sa mère biologique et qu'il a rapetissé en prison, eh bien le seul scénario possible, c'est qu'il s'est bel et bien évadé de prison en 2022. Le journal reste prudent malgré tout, mais cet article attire aussitôt l'attention du grand public. Et très vite, certains témoins rapportent au journal qu'effectivement, ils pensent avoir aperçu Thabo Bester du côté de Johannesburg après son décès présumé. Johannesburg, c'est pas là-bas que vit Nandifa, justement? Oui, et c'est précisément là-bas qu'elle et Thabo sont photographiés ensemble, en train de faire du shopping, quelques jours après la parution de l'article de Maressia. 2 photos qui sont aussitôt transmises aux autorités. Donc depuis 2022, depuis 1 an, Thabo vit en fait dans un quartier chic à Johannesburg, avec une célébrité locale. Mais comment c'est possible, ça? Est-ce que le mari de Nandifa est au courant? Ce que Maressia découvre lors de ses recherches, c'est qu'ils sont en fait séparés depuis quelques années déjà. Ils sont toujours légalement mariés, mais ils ne vivent plus ensemble. Nandifa loue cette maison à Johannesburg depuis leur séparation. C'est une belle et grande maison luxueuse, et c'est Nkuseli qui a la garde des enfants. Elle les voit régulièrement, mais apparemment dans une autre maison que celle où vivrait Thabo. Parce que là, ça reste purement hypothétique pour le moment. En fait, la maison où elle vivrait avec Thabo est assez isolée. Il n'y a pas de voisins directs, donc personne ne pourrait les voir. Hormis quand ils font leurs petites excursions shopping, bien sûr. Si c'est vraiment Thabo. Bon, autant vous dire que c'est le choc pour la journaliste et la rédaction. Les découvertes qu'ils font sont de plus en plus loufoques. Et le plus fou dans cette histoire, c'est qu'ils harcèlent les autorités pour les prévenir qu'un violeur meurtrier déclaré mort vit en réalité dans un quartier chic avec une célébrité publique, et on ne leur répond pas. Le journal contacte même le ministre de la Justice, Ronald Lamola, mais le porte-parole de son cabinet ne donne pas suite à son email.
Là, je sais pas si vous vous imaginez un peu la situation délirante, on dirait un épisode de X-Files, hein, carrément. Je sais pas, imaginez demain vous êtes un journal hyper sérieux et vous croisez, on va dire, Nordal Lelandais dans la rue avec, je sais pas, disons Léna Situation, alors qu'il est censé être mort en prison. Vous prenez des photos, vous prévenez la police, la justice pour les alerter, vous écrivez des articles avec toutes les preuves et on vous répond qu'il n'y a pas urgence ou alors on ne vous répond pas. Genre un violeur meurtrier en liberté, c'est pas une urgence. En désespoir de cause, le journal Grand Up publie encore un article sur Thabo pour montrer un davantage de preuves et alerter l'opinion publique. Mais dans la foulée, le département des services correctionnels donne une interview à la télé pour assurer que l'enquête sur la mort de Thabo est toujours en cours et que dans la mesure où ils n'ont pas encore reçu le rapport d'autopsie, ils ne peuvent pas affirmer avec certitude que le corps retrouvé dans la cellule était bien celui de Thabo Bester. Bon, déjà, ça c'est une interview qui est quand même assez loufoque, hein, mais vraiment dans cette histoire, tout est loufoque, mais sur ce point, c'est complètement faux, puisque le journal Ground Up a le rapport d'autopsie entre les mains, et il avait bien été envoyé au département des services correctionnels. Donc pourquoi mentir? Et le plus fou dans cette histoire arrive, et j'espère que vous êtes prêts. Daniel Stein, le second journaliste qui travaille sur cette affaire avec Maressia, reçoit un tuyau qui l'informe que Thabo Bester dirigeait une entreprise. Depuis sa cellule, depuis 2018 jusqu'à son présumé décès en 2022, il était le PDG d'une entreprise dans l'événementiel, 21 Century Media. Bon, normalement c'est 21 ST, donc je pense que en anglais on dit 21. Bon, je sais pas, en tout cas 21 ST Century Media. Ce que le journaliste a découvert, c'est que Thabo Bester ne gérait pas cette entreprise avec son vrai nom, hein. Non, il utilisait plusieurs pseudonymes, dont Tom Motsepe. En fait, Daniel Stein a reçu plusieurs photos et vidéos qui ont été prises durant une soirée à Johannesburg en juin 2018. C'était une sorte d'événement caritatif organisé par cette société. Et on y voit, en visioconférence, en toute tranquillité, en toute détente, Thabo Bester qui parle à ses convives et qui explique qu'il n'a pas pu venir les rencontrer puisqu'il est en déplacement professionnel. Mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Sur cette vidéo, il porte un costard, des lunettes et rien ne laisse penser qu'il est dans sa cellule. Mais il y était à ce moment-là puisqu'il était incarcéré. Et qui l'avait aidé à ouvrir cette entreprise d'après vous? Oui, Nandifa. Elle l'avait même présenté à plusieurs contacts professionnels à elle pour qu'il gagne en crédibilité. Et c'est ce qu'il s'était passé. L'entreprise était présentée comme une société de médias et d'événements production de luxe, même s'il n'y a jamais réellement eu d'événement en dehors de cette soirée de charité. Mais tout le monde dans le milieu y croyait. D'ailleurs, grâce à cette société, Thabo et Nandifa ont arnaqué des centaines de milliers d'euros à l'élite de Johannesburg. Ils vendaient des projets immobiliers sur plan, qui n'existaient pas. Au moment où cette affaire éclate, c'est-à-dire avec les articles de Maressia, eh bien les personnes arnaquées commencent enfin à réaliser qu'il s'agissait en réalité d'une arnaque. Et c'est peut-être ça en fait, hein, la clé de toute cette affaire, l'argent. Est-ce que des gens n'auraient pas été corrompus dans cette histoire? C'est la question qui est centrale, hein, dans toute cette affaire, hein, puisqu'au cours de leurs investigations, Maressia et Daniel découvrent qu'au mois de juin 2022, donc un mois après le présumé décès de Thabo, un gardien de la prison avait envoyé un email au vice-ministre du ministère des services correctionnels sud-africain pour l'alerter de la situation, Patekile Holomisa, et il n'avait pas eu de retour. Il l'avait relancé au mois de novembre, et toujours aucun retour. Donc là, ce qu'on apprend, c'est qu'un gardien de prison avait alerté cette haute institution que Thabo s'était très certainement évadé de prison et il n'a jamais eu de retour. Dès la fin du mois de mars, Grand Up publie une série d'articles sur cette affaire, et notamment sur le fait que Thabo Bester est bien en fuite depuis mai 2022, et pire encore, que le vice-ministre des services correctionnels était sans doute au courant, même très certainement. Autant vous dire que c'est à partir de là que l'affaire explose dans la presse sud-africaine, et même à l'international. Le violeur et meurtrier de Facebook serait en fuite, et il aurait mis en scène son décès avec la complicité d'un médecin esthétique célèbre, et peut-être même avec l'aide du personnel pénitentiaire. C'est une bombe, ça c'est énorme. Mais le plus terrible et le plus loufoque, encore une fois, c'est que tandis que Grand Up publie toutes les preuves qui démontreraient que Thabo Bester est bien à Johannesburg avec Nandifa, la police se contente de faire des communiqués de presse pour rassurer le public. C'est une dinguerie en vrai, on dirait un prank carrément. C'est le journal qui fait le travail des autorités et les autorités qui font de la communication. Un violeur meurtrier emprisonné à vie qui gérait une entreprise depuis sa cellule et qui est parvenu à prendre la fuite on ne sait comment, vivrait dans l'un des quartiers les plus chics de Johannesburg depuis presque un an, à la barbe des autorités. C'est que quelques jours après le dernier article de Grand Up, donc à la fin du mois de mars, que la police annonce officiellement que Thabo Bester s'est effectivement évadé de prison un an plus tôt. Sauf que, entre-temps, eh bien, Thabo et Nandifa se sont évaporés de Johannesburg. Ben oui, pourquoi y rester? Et pourquoi ne pas s'enfuir vu que personne ne fait rien? Cette histoire est complètement folle.
Il faut attendre le 1er avril pour que la trappe commence enfin officiellement. Et non, c'est pas un poisson d'avril, les gars. Bon, à ce moment-là, Tabo et Nandifa sont déjà très loin, ils ont même quitté le pays en réalité, hein. Donc les autorités font appel à Interpol pour coordonner les recherches. C'est l'une des traques les plus médiatisées du pays, voire du continent. Et grâce au tracker GPS du Porsche Cayenne de Nandifa, la police sud-africaine apprend qu'elle et Tabo ont remonté tout l'est du pays pour se rendre au Mozambique, plusieurs jours avant. Donc quand les enquêteurs se rendent dans le nord au niveau de la frontière, ils sont déjà plus là, ils ont quitté le pays à bord d'un autre véhicule. Ce qui signifie qu'ils sont aidés dans leur fuite. Et ce qu'il est important de comprendre, c'est que dans certaines zones, dans le sud de l'Afrique, les frontières ne sont pas très bien contrôlées. C'est-à-dire qu'avec un billet, le douanier peut fermer les yeux. Donc même si l'avis de recherche a été diffusé dans tous les pays frontaliers, les autorités sud-africaines sont conscientes que Tabo et Nandifa vont très certainement passer avec un peu d'argent. D'autant que Nandifa a de l'argent, beaucoup d'argent même. Mais alors que la traque est en cours et que le pays suit cette affaire avec attention dorénavant, des audios fuitent sur Internet. Et c'est là que l'histoire devient un peu plus compliquée que ce à quoi on pensait jusqu'à présent. Il s'agit d'audios qui proviennent sans doute de WhatsApp, et qui ont été échangés entre Nandifa et Tabo sur plusieurs mois. Et ce que l'on entend dedans, c'est Tabo menacer de mort Nandifa à plusieurs reprises pour qu'elle ne le quitte pas. Et c'est pas un seul message, loin de là, c'est très récurrent. Tabo, qui est incarcéré à ce moment-là, menaçait Nandifa de la faire tuer par des amis à lui à l'extérieur si elle ne faisait pas ce qu'il lui demandait. Donc Nandifa aurait été contrainte à suivre Tabo. Ce serait un enlèvement alors? Bon, vous verrez que c'est un peu plus nuancé que ça quand même. Pour en revenir à leur traque, grâce à la coordination des autorités des pays voisins, la police sud-africaine parvient à remonter leurs traces au Mozambique. Bon, comme je vous l'ai dit, ils n'y sont plus, mais on sait qu'ils ont traversé le pays grâce à des trafiquants sur place, en échange d'argent. Et ces trafiquants les ont ensuite aidés à remonter le pays jusqu'au Zimbabwe. Ils ont pu entrer dans le pays et monter jusqu'à la Zambie pour rejoindre la Tanzanie. Bon, leur projet, je pense que vous l'avez compris, ils veulent certainement remonter jusqu'à l'Afrique du Nord côté Est et passer soit par la Tunisie, soit par l'Algérie pour quitter le continent. Donc il faut faire vite. Et justement, du côté de la Tanzanie, un journaliste reçoit un filon selon lequel un couple se faisant passer pour des Tanzaniens serait en réalité Tabo et Nandifa. Ils se cacheraient dans la ville de Dar es Salaam et se feraient passer pour des musulmans pratiquants. Nandifa aurait mis une burqa pour ne pas être reconnu et Tabo aurait laissé pousser sa barbe. Il serait méconnaissable. Le journaliste tente de remonter cette piste, mais tout de suite après, le couple disparaît de Dar es Salaam. Et au même moment, en Afrique du Sud, coup de théâtre. Le père de Nandifa, Zolile Sekeleni, est arrêté par la police pour complicité d'évasion. Zolile est accusé par les autorités d'avoir aidé sa fille à planifier l'évasion de Tabo en mai 2022. Et ne vous inquiétez pas, on va en parler du corps calciné dans la cellule. Vous pensiez vraiment que je l'avais oublié? Pas du tout, c'est maintenant qu'on va comprendre ce qu'il s'est passé et qui était en réalité cet homme. Même si les autorités sont en train de traquer Nandifa et Tabo, elles enquêtent pour comprendre comment il a pu s'évader et pourquoi Nandifa a été impliqué dans toute cette affaire. En fait, pour remonter un peu le fil de cette histoire, Nandifa et Tabo se connaissent depuis 2006, si on en croit leurs déclarations. Ils s'étaient rencontrés durant leurs études à Johannesburg, mais ils s'étaient ensuite rapidement perdus de vue, puisque Nandifa étudiait la médecine et Tabo avait commencé à étudier le droit. Il avait abandonné ses études assez rapidement et il avait déménagé à Cape Town. Pendant plusieurs années, ils n'ont plus eu aucun contact. Tabo violait des femmes grâce à Facebook et Nandifa démarrait sa carrière de médecin esthétique. Elle s'est mariée à un brillant médecin, elle a eu 2 filles, mais en 2012, elle aurait découvert que Tabo avait été condamné pour le meurtre de Nomfundo. Elle n'y avait pas forcément prêté attention au départ, mais au cours du mois de mai 2017, elle avait décidé de le contacter en prison, puis de lui rendre visite. Et à partir de là, ils ont commencé une relation sentimentale. Les registres de la prison montrent qu'elle lui rendait visite chaque semaine jusqu'en 2022. Tabo aurait même demandé Nandifa en mariage. De son côté, son mariage battait de l'aile avec son époux, sans doute à cause de sa liaison avec Tabo. Elle était folle amoureuse de lui. Bon, quand on voit tout ce qu'elle a fait pour lui, c'est évident qu'elle était amoureuse de lui. Et chemin faisant, elle a accepté d'aider Tabo à s'évader de prison. Mais il lui fallait de l'aide. D'après l'enquête des autorités, ce qu'il s'est passé, c'est qu'en avril 2022, Nandifa a écumé plusieurs morgues de la région pour récupérer un corps d'homme. Un corps qui correspondrait aux caractéristiques physiques de Tabo. Vous l'avez compris, le but c'était de le substituer à celui de son cher et tendre. D'après les registres d'une morgue, elle a même récupéré un corps en faisant croire à l'administration qu'il s'agissait de son époux coutumier. Bon, comment vous dire que Nandifa est très connue en Afrique du Sud, donc si elle rentre dans une morgue pour réclamer le corps de son époux, l'administration va savoir que c'est pas le docteur Magoudoumane dont il est question. Donc ce qu'elle racontait, c'est qu'elle était bien mariée civilement avec son époux médecin, mais qu'elle avait aussi contracté un mariage coutumier avec un autre homme.
Un mariage coutumier, c'est une union qui n'est pas enregistrée à l'état civil. C'est un peu comme un mariage religieux. Et c'est de cette façon qu'en avril 2022, elle a pu récupérer un corps dans une morgue à Bloemfontein. La dépouille d'un jeune homme de 31 ans, Katlego Berenfolo. Et pour le ramener au centre pénitentiaire où est incarcéré Thabo, elle avait demandé l'aide de son père, Zolile. Alors, petite parenthèse, la participation de Zolile n'est pas très claire dans cette histoire. Même s'il a été arrêté, même s'il a soit transporté lui-même le corps au centre pénitentiaire, soit il a loué un véhicule à son nom pour que sa fille l'utilise pour transporter le corps justement. En fait, je sais pas très bien, j'ai lu plusieurs articles, mais c'est pas très clair, ça se contredit d'un article à l'autre. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est qu'un gardien complice a lui aussi été arrêté, Senoe Matsuhara. C'est lui qui avait réceptionné le corps un jour ou deux avant l'incendie pour le mettre dans la cellule de Thabo. Et ce soir-là, c'est également lui qui a fait sortir Thabo de sa cellule et qui a ensuite mis le feu au cadavre. Et Senoe avait été aidé par un autre gardien, un technicien en caméra de sécurité, Tebogo James Lifolo. Son rôle à lui, c'était de contrôler les images des caméras de surveillance et les supprimer. Et contrairement à ses co-accusés, quand il est arrêté, Tebogo passe directement aux aveux. Oui, il a bien aidé à l'évasion de Thabo Bester en mai 2022 en échange d'argent. Bon, vous vous doutez bien que s'il a avoué, c'est pour bénéficier d'un arrangement avec le procureur. Mais aussi parce qu'au départ, les autorités avaient mis en examen les 3 hommes pour meurtre et fraude. Parce qu'on pensait qu'ils avaient tué un homme, donc Katlego, pour le mettre dans la cellule de Thabo. Finalement, ces charges ont été abandonnées. Katlego n'a pas été assassiné par ce petit groupe. Donc les 3 hommes sont à présent mis en examen pour aide à l'évasion d'un détenu, entrave à la justice et fraude. Mais c'est pas fini, puisque les autorités découvrent que quelques jours après l'annonce du décès de Thabo en mai 2022, Nandifa a tenté de récupérer son corps pour le faire incinérer. Et là aussi, vous avez compris le but, c'était d'éviter justement une confirmation ADN, puisque ça démontrerait qu'il ne s'agissait pas de Thabo Bester. Sa demande lui avait été refusée bien évidemment, parce que cet homme n'avait aucun lien de parenté avec elle, mais étonnamment, ça n'avait pas alerté les autorités pénitentiaires. On peut pas récupérer des corps comme ça dans des morgues, les gars, il y a des registres quand même. Et même si à ce moment-là, on savait pas encore que ce corps n'appartenait pas à Thabo, et que il était soupçonné de s'être évadé, elle aurait dû être poursuivie en justice pour avoir tenté de récupérer un corps dans une morgue. Imaginez un peu la douleur de la famille de Katlego en apprenant tout ça. Katlego, c'est le corps qu'on a retrouvé dans la cellule. C'est horrible. D'autant qu'il a fallu que cette affaire éclate pour que ses parents, ses enfants et ses amis sachent enfin où était son corps pendant tout ce temps et tout ce qui lui était arrivé. Bon, j'espère que tout ça est clair pour vous. J'ai vraiment essayé d'être le plus clair possible, mais j'aimerais quand même faire un aparté pour vous parler un peu de Katlego, le corps. Ses parents, Monica et Bato, ont divorcé quand il était très jeune, donc il a principalement été élevé par sa grand-mère maternelle, Alice, à Bloemfontein, dans Free State. Bon, d'après ce que j'ai compris, ses parents ne se sont pas du tout occupés de lui quand il était plus jeune, mais malgré ça, il n'est pas tombé dans la délinquance. Il faisait des petits boulots à gauche et à droite, serveur, ambulancier, bref, tout ce qui lui permettait de gagner sa vie légalement. Il a eu 2 enfants avec 2 femmes différentes, et même s'il n'était plus avec ses femmes, il était apparemment très dévoué à ses enfants. Il faisait son maximum pour subvenir à leurs besoins, jusqu'à ce qu'il disparaisse en mars 2022. Au départ, ses proches ne s'étaient pas forcément inquiétés, puisqu'il avait l'habitude de disparaître parfois pendant plusieurs semaines quand il trouvait un petit boulot, mais quand sa famille a découvert qu'il ne donnait même plus de nouvelles à ses 2 enfants, là tout le monde s'est alarmé. Ça lui ressemblait pas du tout ça à Katlego, il était vraiment très proche de ses enfants. Sa famille avait finalement signalé sa disparition en mai 2022 sans savoir ce qui lui était arrivé, et c'est l'affaire Thabo et Nandifa qui a permis de savoir qu'il était mort. Vous vous souvenez que la prison avait récupéré des échantillons sur le corps calciné pour les comparer à l'ADN de la mère de Thabo. L'échantillon a finalement été enregistré dans la base de données de la police et ça a matché avec celui de Katlego. Donc c'est lui, il n'y a pas de doute là-dessus. Le rapport d'autopsie indique qu'il est mort à la suite d'un traumatisme crânien avec un objet contondant et à ce jour, même si on sait que Nandifa et ses complices n'ont rien à voir avec son meurtre, il reste non élucidé. Ce qui est très triste. Revenons-en à notre traque international à présent. Grâce aux autorités tanzaniennes et à Interpol, le couple est finalement localisé à Arusha, dans le nord de la Tanzanie. Et le 7 avril, après plusieurs semaines de fuite, Thabo, Nandifa et leur guide mozambicain sont interpellés à un barrage routier alors qu'ils s'apprêtaient à fuir vers le Kenya. Lors de la fouille de leur véhicule, la police découvre plusieurs faux documents d'identité, de l'argent et des téléphones portables. Ils avaient minutieusement préparé leur fuite. Lorsque la nouvelle de leur arrestation est rendue publique, c'est un énorme soulagement en Afrique du Sud, mais aussi la consternation, puisqu'on apprend également que le propre père de Nandifa, un médecin émérite, est impliqué dans la première évasion de Thabo. Le 9 avril, Thabo et Nandifa sont extradés vers l'Afrique du Sud. Thabo est mis en examen pour évasion et Nandifa pour complicité d'évasion, fraude et profanation de corps. Ça fait référence au corps de Katlego. Dites-vous que c'est l'une des affaires les plus scandaleuses du pays, si on peut dire ça comme ça, puisque quand l'affaire a éclaté quelques semaines plus tôt, elle a mis en lumière
toute la corruption et l'incompétence autour de l'évasion de Thabo. Et je crois qu'on n'a jamais autant eu d'excuses et d'explications pour une affaire, hein. Tous les départements impliqués se trouvaient des excuses, hein, pour expliquer ce qu'il s'était passé. Mais vous comme moi, on sait, hein, que souvent on fait passer la corruption pour de l'incompétence, histoire de calmer les foules. Toujours est-il que 5 jours après leur extradition, Thabo, Nandinfa et son père Zolile assistent à une audience préliminaire à Free State pour statuer sur les charges. Je crois qu'on dit statuer pour des charges, non? Déterminer des charges. Bon, si des juristes passent par là, ma foi, n'hésitez pas à me corriger en espace commentaire, n'est-ce pas? Ce qui surprend les journalistes qui assistent à cette audience dans la salle, c'est le comportement de Nandinfa. Elle est complètement captivée par Thabo, alors que son père risque la prison à vie pour elle, hein, parce qu'apparemment il l'a aidé, hein, pour faire évader son mec, et ben elle se comporte comme une adolescente devant son premier crush. Et ça, c'est quand même très étonnant, hein, parce que d'après les audios qui avaient fuité sur Internet, vous savez, là, les menaces de mort de Thabo, bah, ça donnait plutôt l'impression que Nandinfa agissait contre son gré, qu'elle était sous emprise. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle explique, hein, dans ses déclarations, hein. D'après elle, elle a toujours agi sous les ordres de Thabo, sous la contrainte. Elle était effrayée par lui, par ses menaces, par ce qu'il pourrait lui faire, donc elle lui obéissait. Et idem, hein, pour le jour où ils se sont enfuis ensemble, hein, il ne lui aurait pas laissé le choix. Bon, je vous avoue que c'est très étonnant comme déclaration parce que Nandinfa et Thabo se montrent très, très complices durant cette audience. Ils se tiennent même la main. Donc bon, contrainte, pas tant que ça finalement. Ça ressemble plutôt à l'histoire de la jeune fille de bonne famille, riche et éduquée qui tombe folle amoureuse du bad boy. Bon, apparemment c'est un vrai phénomène ça, donc allez savoir. Cela dit, il y a bien des audios, hein, de Thabo en train de menacer Nandinfa, comme je vous l'ai dit, mais après quand on voit l'affaire dans sa globalité, est-ce que ces menaces peuvent justifier tout ce qu'elle a fait pour lui? Dont impliquer son propre père. Bon, toujours est-il qu'à l'issue de cette audience, Zolile, le père de Nandinfa, est relâché sous caution pour raison de santé, ce qui est refusé à sa fille. Logique. Les charges qui pèsent sur elle sont quand même beaucoup plus lourdes, hein, donc la Cour considère qu'il y a un risque d'évasion trop élevé. Je vais vous faire une petite parenthèse pour vous parler un petit peu quand même des répercussions de cette affaire en Afrique du Sud. Disons que ça a été une onde de choc dans le pays, puisque bah là on a tous les rouages de la corruption en une seule affaire. Combien de personnes Nandinfa a payé pour l'aider dans le plan d'évasion? Si on en croit toute la chronologie de cette affaire, ben, il y en a beaucoup. Il y a même des personnes dont on ne connaît même pas l'identité. Comment c'est possible que les autorités pénitentiaires n'aient rien fait quand l'un des gardiens avait averti de l'évasion de Thabo quelques mois après? Et l'administration pénitentiaire était forcément au courant, puisque le test ADN avait confirmé que cet homme n'était pas Thabo. Donc les autorités le savaient depuis au moins l'été 2022, et elles n'ont pas réagi. Comment expliquer que le public n'a pas été informé, alors qu'il s'agit quand même d'un violeur meurtrier? Donc quel intérêt de ne pas avoir averti le public? À moins qu'il s'agisse bien sûr de corruption. Comment l'expliquer autrement? Le ministère de la Justice et des Services correctionnels a bien sûr publié un communiqué d'excuses quelques jours après l'arrestation de Thabo et Nandinfa, mais franchement ça répond pas à toutes les questions. D'après les autorités, il serait question d'incompétence de la part de plusieurs employés des différentes administrations. Mais pour le grand public, il est surtout question de corruption. Pour en revenir au procès, au mois de février 2025, donc cette année, il y a eu une audience préliminaire à Free State pour déterminer la date du procès. Alors elle a d'abord été renvoyée au mois de juin, puis au mois de septembre de cette année. Et justement, quelques semaines avant l'ouverture du procès, Netflix annonce qu'un documentaire sur cette affaire sortira au cours du mois de septembre. Et il est effectivement sorti, et je l'ai regardé, il est en 3 parties, et il est trop bien les gars, mais vraiment trop bien, c'est de la qualité. Ça c'est le genre de documentaire qu'on aime voir sur Netflix. Et pour info, c'est surtout le travail du journal Ground Up, hein, qui a permis de retracer cette affaire dans le documentaire, puisque bah concrètement, c'est quand même ces journalistes, hein, qui ont découvert ce qu'il s'était vraiment passé. Et figurez-vous que Thabo et Nandinfa ont déposé un recours, hein, je crois qu'on dit comme ça, un recours pour empêcher la sortie du documentaire, au motif qu'il serait préjudiciable pour le procès. Requête rejetée. Le tribunal a estimé que tout ce qui était dit dans le documentaire l'était également dans la presse. Alors concernant le procès, toutes les audiences ont apparemment eu lieu courant septembre et octobre, et là on attend le verdict et la sentence. Je sais, vous allez me détester. Bon, en vrai, ça change rien, vous vous doutez bien que Thabo et Nandinfa seront reconnus coupables et qu'ils ne sortiront certainement jamais de prison. Bon, en tout cas, Thabo, c'est sûr et certain, puisqu'il avait déjà pris perpète. Donc lui, voilà, affaire classée. Après, pour Nandinfa, j'ai lu qu'elle risquait peut-être 10, 20 ou 30 ans de prison en fonction des sources. Mais à mon avis, dans la mesure où l'affaire a été ultra médiatisée, bah, elle va être reconnue coupable, ça c'est sûr. Et pour sa sentence, ouais, je pense qu'ils vont lui donner le max. Zolile, le père de Nandinfa, risque lui aussi la prison à vie avec le gardien qui l'avait aidé. Et l'autre gardien avait bénéficié, vous savez, d'un arrangement parce qu'il était passé aux aveux, mais je pense pas qu'il ira en prison à vie, Zolile. Ça m'étonnerait, parce qu'il est quand même assez âgé. Je pense pas.
Et pour répondre à ceux qui me diront: «Mais pourquoi t'attends pas la fin du procès, en tout cas le verdict et la sentence pour faire l'affaire?» Bah, j'ai envie de vous dire, «OK, why not?» mais qui me dit que je serai vivante pour vous faire cette histoire, quand le procès sera terminé? Alors je dis pas que je suis en train de mourir, hein, enfin, voilà, peut-être que je serai morte dans pas longtemps, comme peut-être que je vais mourir dans 20, 30 ou 40 ans, j'en sais rien en vrai. Mais ma nouvelle philosophie de vie, on va dire, c'est que, bah, si une affaire m'intéresse de ouf, comme c'est le cas pour l'affaire d'aujourd'hui, bah, je vous la propose, même si j'ai pas le verdict et la sentence. Et pour Thabo, comme je vous l'ai dit, de toute façon, il est condamné à la prison à vie, hein, pour le meurtre de Nomfundo. Donc ce procès ne change rien dans le fond. Et depuis son arrestation, il est dans une cellule ultra sécurisée pour éviter une nouvelle évasion. Ce qu'on peut comprendre. Aux dernières nouvelles, Nandifa n'a plus de contact avec son mari et ses enfants. Cela dit, ses parents et son frère continuent de la soutenir. Ils affirment que Thabo l'a contrainte à agir pendant toutes ces années. Oui. Bon, eh bien voilà tout pour cette affaire. Et quelle affaire de dingue. Franchement, est-ce que c'est pas le genre de polar qu'on a envie de lire ça? D'ailleurs, en parlant de polar, le mien est sorti sur Amazon. Non, je rigole. Non, franchement, cette femme, elle a bousillé sa vie pour un violeur assassin. Alors qu'elle avait tout. Une famille, une entreprise florissante, une vie sociale, des enfants, des parents. Et pour un dégénéré, elle a tout perdu, elle a tout gâché. Et le pire, c'est qu'elle a même pas l'air de le regretter. Donc autant l'emprise, parfois, je veux bien y croire, mais franchement, là, dans son cas, je suis pas sûre qu'il s'agisse d'emprise. Bon, de toute façon, mon avis sur cette affaire ne changera rien à l'issue, hein, vous vous doutez bien. Mais vous, n'hésitez pas à me mettre en espace commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. J'ai une question et vraiment, j'ai envie d'avoir vos réponses. Est-ce que, d'après vous, Nandifa mérite d'être condamnée à la prison à vie ou est-ce qu'elle doit bénéficier de circonstances atténuantes? Voilà, on va dire que ça va être la question de fin. Voilà tout. Bon, je vais arrêter parce que je suis KO comme d'hab à la fin de mes tournages. Donc, ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.